Je lance l'enregistrement. Ce que nous vous proposons ce matin pour faire connaissance et puis rentrer progressivement dans le sujet, avec Anne et Patrick qui vont donc m'aider à animer et faciliter ce webinaire, c'est peut-être de nous dire dans quel secteur d'activité vous êtes, vous qui nous rejoignez, comment vous vous sentez ce matin, aussi pour qu'on prenne tous conscience du niveau d'énergie, de l'état d'esprit dans lequel vous êtes et de l'émotion qui vous traverse peut-être. Et puis une dernière question qui concerne finalement l'image qui vous viendrait en tête lorsque vous pensez à une crise relationnelle, puisque c'est le thème du jour. Quelle image illustre une crise relationnelle pour vous? Donc pour faire ça, eh bien, on vous propose d'utiliser le chat de Zoom, donc la zone de conversation qui est accessible à tous et qui vous permet... Je viens de remettre les questions. Voilà. Alors, j'ai fait 1, 2, 1, mais vous comptez 1, 2, 3 et vous mettez le numéro de la réponse avant votre réponse, qu'on sache quoi et quoi. Voilà. Donc, donnez-nous un petit peu des nouvelles de vous pour qu'on puisse savoir aussi où est-ce que vous êtes et comment vous vous sentez, et aussi par rapport au sujet. Voilà. Quelques minutes pour faire connaissance tous ensemble. Ça nous permet aussi de tester techniquement l'accès à l'outil pour savoir si tout le monde est confortable. Voilà. Oui, c'est sûr, malgré la grisaille, c'est sûr, hein, parce que c'est moins bien ces derniers temps-là. Hein. Ces derniers temps, c'est... Moi, j'ai un rayon de soleil. Hein. Non. C'est l'effet Stratexio, le rayon de soleil. Non. Voilà, donc on a des gens qui arrivent d'un peu partout, de différents secteurs. Oui. Certains d'entre vous, voilà, vous êtes dans l'accompagnement du changement, dans l'industrie des biens d'équipement. Vous avez des images intéressantes qui viennent quant à ce que signifie ou illustre pour vous la crise relationnelle. Pour certains, c'est un orage, pour d'autres, c'est un champ de bataille. Pour d'autres, une boule d'élastique. Élastique, oui. Un éclair d'orage. Voilà. Un ring de boxe. Un ring de boxe, oui. Ouais. C'est vrai, parfois. Voilà, donc c'est important pour nous aussi de savoir. Un nouveau terrain de jeu, c'est intéressant. Voilà. Yeah. Donc une bulle de grisaille. Donc effectivement, c'est plutôt des images météorologiques qui sont proposées sur le thème de la crise relationnelle ou le thème de la tension, avec des notions d'émotion aussi qui ressortent. Ouais, il y a des notions d'énergie, hein, d'orage. L'orage est très présent. Les éclairs, l'énergie, la décharge d'énergie. Donc, je vois qu'il y a plein d'idées qui surgissent. Merci beaucoup en tout cas pour votre... Vous êtes en forme ce matin, Du feu. apparemment. Pas tout le monde. Ça va être intéressant. Les énergies sont très variables pour la plupart d'entre nous. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être aussi nous permettre d'investiguer le sujet de manière un peu approfondie et sous un angle dont on espère qu'il sera nouveau pour vous et qui vous apportera peut-être des éclairages. Voilà. Mathilde, on vient d'admettre 3 nouvelles personnes. C'est parfait. Donc, bienvenue à vous. Bienvenue à vous si vous êtes en train de vous connecter. Je vais remettre les questions dans le chat pour l'inclusion. Voilà. Donc, pour les participants qui nous rejoignent, on fait un tour d'inclusion pour inclure l'ensemble des participants dans ce webinaire. Et donc, pour cela, on vous propose de répondre à 3 questions dans votre domaine d'activité, la manière dont vous vous sentez ce matin en arrivant sur le webinaire. Et puis, pour introduire le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, une image qui illustrerait pour vous la crise relationnelle. Puisqu'on est sur le thème des tensions, les dirigeants, les équipes, et notamment en ce moment, peuvent être confrontés à des tensions, à des difficultés relationnelles. Donc, c'est ce qu'on va investiguer et explorer ensemble ce matin.
moi, il y a quelque chose que je note quand même hein, par rapport à la réponse à la troisième question, c'est qu'on va de qu'est-ce que représente pour vous la tension relationnelle, le conflit. Ça va de frustration et amertume à un nouveau terrain de jeu. Donc vous voyez qu'on a vraiment quelque chose qui est extrêmement, un champ qui est extrêmement vaste. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie, c'est certain, de toute façon, qu'elle soit positive, vécue comme positive, négative, comme une opportunité ou une crise, hein, une mise sous tension. Mais en tout cas, il y a cette mise sous tension. Et après, il y a l'histoire qu'on se raconte par rapport à ça qui est différente pour chacun d'entre nous par rapport à notre histoire, probablement aussi. Donc, en fait, c'est très intéressant comme introduction et vous allez voir qu'on va vous proposer quelques perspectives sur ce sujet. Ce qu'on ressent en tout cas ce matin dans vos réponses, et merci beaucoup pour votre participation, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a 50 nuances de conflit, il y a 50 nuances de crise, et les tensions relationnelles prennent une coloration particulière en fonction d'où on vient, de ce que l'on fait et de la pratique en fait de ces tensions et de notre confort plus ou moins clair sur ce sujet. Hein. Certains d'entre nous évitent le conflit et la crise, certains d'entre nous vont au fond sur ces sujets. Donc c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc je vous propose qu'on avance dans le webinaire et qu'on partage une perspective. Donc la première chose qu'on aimerait partager avec vous sur ce sujet, c'est que lorsque les équipes et les dirigeants sont sous tension, lorsque les crises relationnelles émergent, la plupart du temps, ça vient empêcher, ça vient contrarier un processus de coopération. Et nous, dans notre jargon, dans notre approche des choses, nous parlons d'obstacles à la coopération. Et en quoi ces crises sont des obstacles à la coopération. Donc, c'est ce qu'on va commencer par investiguer ce matin, en rappelant peut-être une chose, avec les mots de Simone de Beauvoir, qui avait, de notre point de vue, bien résumé les choses, c'est que entre deux individus, l'harmonie n'est jamais donnée. Elle doit indéfiniment se conquérir. Et ce côté indéfini de la relation rend la relation vivante, rend la relation en lien direct avec notre énergie, notre manière d'aborder la vie et la manière de rentrer en contact pour entretenir finalement quelque chose qui nous lie les uns aux autres. Et donc, comme c'est vrai entre deux individus, c'est vrai aussi entre deux équipes, c'est vrai entre un dirigeant et ses équipes, c'est vrai entre une organisation et son environnement. Et c'est quelque chose qui doit en permanence être retravaillé. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, plus on la travaille et plus on découvre des choses assez merveilleuses sur la relation qui nous lie les uns aux autres. Alors, peut-être quelques éléments de contexte pour démarrer, et puis quelques éléments de référentiel pour que chacun puisse aussi réfléchir à ce que ça évoque pour lui ou pour elle. Déjà, le conflit, lorsqu'on est en conflit, lorsqu'une crise relationnelle émerge, il faut bien comprendre que ce n'est pas un état de fait. Le conflit est un processus, donc c'est quelque chose qui se nourrit, qui s'alimente et qui a une relation particulière au temps. Et comme c'est un processus, eh bien, la plupart d'entre nous, nous portons en nous la résolution de ce conflit. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'un conflit n'existe pas de manière intrinsèque. Ça veut dire que nous sommes liés à ce conflit d'une manière ou d'une autre, et si nous sommes en conflit, si nous sommes pris dans une crise relationnelle conflictuelle, eh bien, nous avons en nous la plupart du temps les solutions pour résoudre ce conflit et ces difficultés relationnelles. Il faut aussi peut-être remettre dans le champ du contexte des conflits et des crises relationnelles le fait que les conflits sont des tensions irrésolues. Ça veut dire que lorsque nous vivons un conflit, lorsque nous traversons un conflit, lorsque nous êtes dans un processus de crise relationnelle, eh bien, le sous-jacent qui émerge, la plupart du temps, ce sont que nous-mêmes, en tant qu'individus partie prenante de ces conflits, eh bien, nous faisons ressortir des tensions que nous n'avons pas résolues. Et ce que nous allons découvrir ce matin, c'est que ces tensions, nous ne les avons pas résolues avec nous-mêmes d'abord. Donc, la difficulté dans les coopérations délicates, c'est qu'il y a un risque de rendre la personne, le groupe ou l'organisation bouc émissaire et rentrer dans un processus où on victimise un groupe ou une entité.
mais on regarde rarement en soi et on regarde rarement en nous-mêmes en tant que dirigeants, en tant que partie prenante d'équipe, en tant que leader, en tant que manager. On regarde rarement en nous quelles sont les tensions que nous n'avons pas résolues nous-mêmes. Alors, pour introduire ce webinaire, nous avons proposé une phrase de Will Schutz, qui est un grand modélisateur et penseur de la relation humaine, qui a écrit un livre très intéressant que nous recommandons si vous le souhaitez, qui s'appelle L'élément humain, et qui dit que finalement les membres de l'équipe qui se sentent menacés, mais qui n'en sont pas conscients, eh bien, deviennent rigides dans la relation, dans les tensions, dans la crise relationnelle, et de ce fait, stoppent le travail d'équipe. Donc, cette rigidité que nous avons en nous, ces tensions irrésolues sont parfois, en fait, une très bonne petite dynamo énergétique du processus de conflit lui-même. Donc, la question qui se pose, c'est quand on est face à une crise relationnelle, lorsqu'on est dirigeant, lorsqu'on est en train de gérer des équipes, lorsque nos managers, nos collaborateurs, nos fournisseurs et notre écosystème est sous tension, il faut probablement recréer des conditions propices à la coopération. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment crée-t-on ces conditions de la coopération? Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Et pour aller un peu plus loin, avant de passer la parole à Patrick pour compléter ce voyage que nous faisons dans le domaine du conflit et des crises relationnelles ce matin, eh bien, il faut comprendre que déjà les conflits et les crises relationnelles sont de nature différente. Et lorsque vous êtes sous tension, lorsque une crise relationnelle émerge, il est intéressant dans un premier temps de savoir à quel endroit cette crise émerge. Quelle est la nature de cette crise? Grâce à ce qu'on apprend des travaux d'Éric Berne, qui est un psychiatre qui a écrit un livre assez fourni dans les années 60 et qui a été traduit en français bien plus tard, dans les années en 78 en fait. On apprend que la crise relationnelle est aussi une histoire de frontières, c'est-à-dire qu'au sein d'une organisation, c'est le petit schéma qu'on a voulu vous partager ce matin, on peut distinguer pour un groupe, pour une entité, pour un service, des frontières qui existent entre un espace entre vous, le groupe, et puis votre environnement. Dans ce schéma qu'on vous propose pour illustrer les propos ce matin, cette zone de frontière que l'on voit ici avec un gros trait noir eh bien, distingue le groupe de son contexte extérieur, et c'est là que se trouvent les membres du groupe, les membres d'une organisation, les membres d'un service. Cette frontière majeure externe, c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien, peut être le lieu de crise relationnelle avec l'environnement. Une organisation possède aussi une zone de leadership. C'est ce qui était dessiné sur le cercle interne à ce groupe. Et dans cette frontière majeure interne au groupe, la zone de leadership est donc distinguée de la zone de membership. Et là aussi, les crises relationnelles peuvent apparaître, mais elles sont de nature différente et donc elles appellent des réponses différentes. Et au sein des organisations, il y a ce que nous on appelle les frontières mineures internes, où peuvent également émerger des tensions particulières. Et comme vous le voyez, que l'on soit sur la frontière externe, sur la frontière interne ou entre entités au sein d'une organisation, les crises relationnelles peuvent être de nature différente. Et on distingue les problèmes d'agitation et les crises relationnelles qui sont de l'ordre de l'agitation entre les membres et le leadership, des problèmes de compétition interne et des crises relationnelles liées à des compétitions internes sur des frontières mineures du groupe, entre entités, et enfin une crise relationnelle sévère que la plupart d'entre vous peut-être et nous vivons aujourd'hui, qui sont des crises de nature pression, et qui sont des pressions exercées par l'environnement extérieur sur un groupe. Déjà, de comprendre que la nature des crises relationnelles est différente en fonction de l'endroit où vous vous situez, permet d'apporter des réponses un peu différentes à la manière dont vous abordez aussi la situation des conflits. Je fais une petite pause aussi parce qu'on voulait vous préciser quelque chose sur la dimension énergétique. Anne. Oui. Alors avant d'aller là, je voudrais aussi dire que en fait, la façon de répondre à
à cette agitation, à ces pressions, à cette compétition, quelle que soit la zone dans laquelle vous vous situez, et beaucoup d'entre vous, probablement, vous êtes dans la zone du leadership, la réponse en fait de l'organisation pour résister parce qu'on vous voyez bien, il y a des flèches dans les deux sens, hein, donc il faut que la réponse soit à la hauteur de la pression, ça c'est de la physique. Et cette réponse, dans tous les cas, c'est la cohésion. Et vous voyez bien qu'on entre là dans une problématique, c'est-à-dire que quand il y a des tensions relationnelles, elles peuvent mettre à mal la cohésion et donc empêcher la réponse saine de l'organisation à la pression notamment de l'environnement. Et aujourd'hui, la pression de l'environnement est extrêmement forte. La crise, si c'est une crise que nous traversons, exerce une pression majeure, inédite, sur la frontière majeure externe de toutes nos organisations. Et donc, ça veut dire que les organisations, nos organisations, ont besoin absolument d'être en cohésion interne, de façon à pouvoir donner une réponse appropriée, pouvoir s'adapter de façon cohérente et cohésive à ce qui se passe, au changement dans l'environnement. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que y a une équation que moi je trouve formidable et qui fait toujours un effet extraordinaire aux dirigeants, quand je la partage aux dirigeants que j'accompagne, qui est l'équation de l'énergie. Et qui dit que, en fait, l'énergie que vous dépensez à gérer la pression sur la frontière majeure externe, ajoutée à l'énergie que vous dépensez à gérer la compétition entre le leadership et le membership, ajoutée à l'énergie qui est dépensée autour de l'agitation dans toutes les frontières mineures internes, ajoutée à l'énergie que vous dépensez à l'activité, est une constante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'énergie. Ce n'est pas parce que vous allez en dépenser énormément dans l'agitation et dans la compétition qu'il va vous en rester encore plus pour l'activité. C'est-à-dire que plus vous dépensez d'énergie à gérer la compétition, l'agitation, et moins vous avez d'énergie pour répondre de façon appropriée à la pression de l'environnement et mener votre activité. D'où le côté absolument stratégique de ce webinaire aujourd'hui, qui est comment en fait gérer ces tensions relationnelles qui sont inévitables et qui sont inévitables dans ce type de situation que nous traversons actuellement. Comment les gérer, parce que sinon, vous vous privez de l'énergie dont vous avez besoin pour aller faire ce que vous devez faire pour réagir à la pression de l'environnement. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que les crises relationnelles se passent à des endroits différents. Il est important, vous, en tant que participant, dirigeant, leader, manager, vous identifiez la nature de la crise qui se présente et à quelle frontière elle se présente. Que finalement, une entreprise comme celle que vous dirigez a une raison d'être et que cette raison d'être se trouve dans l'environnement de votre organisation. Et que donc, il est important de savoir si cette crise se passe sur une frontière externe ou interne à votre organisation. Et que la plupart du temps, comme le dit Anne à juste titre sur cette dimension énergétique, la régulation dans les groupes et dans les organisations se fait principalement par nécessité. Et la plupart du temps, une crise relationnelle correspond à l'éteinte d'un incendie. Donc, il faut comprendre que cette place donnée à la régulation, elle est fondamentale et que si on ne la prend pas au bon niveau, eh bien, on se risque à une perte énergétique massive et à une perte d'énergie vraiment inutile. Et c'est ce qu'on va aussi continuer à creuser ce matin. Voilà. Donc, et juste pour finir, quand je reprends en fait les réponses que vous avez apportées aux questions d'inclusion et qu'on voit qu'on va de frustration à amertume à un nouveau terrain de jeu, alors il y a l'histoire qu'on se raconte, mais il y a aussi effectivement, probablement derrière l'histoire qu'on se raconte, donc derrière nos croyances par rapport à ce que c'est que des tensions relationnelles, il y a certainement le fait qu'en effet, on va plus ou moins bien gérer cette énergie qu'on met qui est présente, hein, on l'a beaucoup vu dans vos réponses, mais comment on va la diriger ? On va la diriger contre soi ou contre les autres, ou on va
la canaliser pour faire ce qu'on a à faire ensemble. Exactement. Et donc, c'est tout l'objet de la suite de ce qu'on vous propose et qui donnera matière à réflexion collective après cette intervention. Patrick, je te passe la parole puisque donc c'est une question de frontières, mais pas uniquement finalement. Oui, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que chacun d'entre nous, qu'on soit membership, leader, dès lors qu'on est dans un groupe, on n'est pas la même personne. Il faut vraiment retenir ça, c'est-à-dire que dès qu'une personne arrive dans un groupe, ça va activer toute une série de phénomènes qui fait que nous ne sommes pas les mêmes lorsque nous sommes dans notre équipe ou quand nous sommes seuls. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose assez simple, c'est que les uns et les autres, on a notre propre vie, l'histoire de nos relations, comment on entre en relation avec les uns et les autres, et il va y avoir un certain nombre de fragilités chez les uns, chez les autres, qui fait que lorsqu'on arrive dans le collectif, eh bien, il y a des inquiétudes qui se mettent en place. Et on se demande ce qui va se passer. Vous voyez, par exemple, vous arrivez dans un webinaire, notre interaction est indirecte, mais néanmoins, il y a une question, est-ce que vous allez être pris en compte? Est-ce qu'on va tenir compte de quand vous arrivez? Est-ce qu'on vous accueille? Est-ce que si vous faites une objection ou si tout à l'heure dans une question, vous êtes en désaccord, est-ce qu'on va l'accueillir ou pas? C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on va, pour chaque personne, accepter qui elle est? Et si je ne suis pas accepté pour qui je suis, si mes besoins ne sont pas respectés, eh bien, à un moment, je vais déclencher des peurs, des inquiétudes, des rigidités, et du coup, je vais entrer en conflit et en violence. Globalement, c'est ça le mécanisme. Alors, quand on regarde, je ne sais pas, c'est toi Mathilde qui peut regarder l'autre. Voilà. Quand on regarde, ce qui va se passer, c'est que pour entrer en relation avec les uns et les autres, si je me sens bien, si je suis dans un cadre qui se passe bien, où il n'y a pas de pression de l'extérieur ou pas beaucoup, comme vient de le rappeler Anne, bah peut-être que je vais être assez détendu, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, etc. Et puis dès qu'il va y avoir des pressions, soit internes, soit externes, avec les leaders ou parce que je suis en compétition, eh bien ça va activer qui je suis. Ça va activer mes blessures, et selon mon habileté à faire avec qui je suis et avec l'ensemble de ces mécanismes, eh bien, je vais être plus ou moins capable d'entrer en relation et en conflit sain, puisque l'enjeu, au fond, ça va être d'entrer après en conflit sain. Alors, c'est quoi tous ces obstacles? On a plein de manières de réagir dans un collectif. Par exemple, vous avez des gens qui vont considérer que c'est toujours de la faute de l'autre. Si je suis en conflit, c'est parce que l'autre ne me comprend pas. Ou si ça ne se passe pas bien avec mon chef, c'est parce que mon chef m'en demande trop. Et donc, ils vont entrer dans une logique de victimisation. Vous avez des personnes à l'inverse, et ça peut être plus difficile à identifier, qui vont entrer dans un processus de soumission. C'est-à-dire qu'ils vont faire tout ce que vous demandez sans esprit critique. Ou à l'inverse, là c'est plutôt le côté adolescent rebelle, faire le contraire. Vous allez avoir des gens qui veulent tout contrôler. Par exemple, quelqu'un qui est dans un processus de contrôle très fort, c'est quelqu'un qui a peur. Et à l'inverse, vous allez avoir des personnes qui vont s'auto-critiquer constamment. Et donc, des gens qui viennent vous voir en vous disant, de toute façon, moi, j'arrive à rien, je ne peux pas aller lui parler. Voilà, tous ces mécanismes-là. Donc, vous voyez, on vous en a mis 6. On vous a mis aussi dans ce qu'on appelle, nous, la relation à l'autorité, puisque vous êtes leader, la plupart d'entre vous. Eh bien, vos collègues, soit ils vont vous idéaliser, vous êtes en période de crise, vous allez faire face, ou si on prend Macron en ce moment, Macron va être sauveur de tout le monde, soit à l'inverse, ils vont vous diaboliser et tout ce que vous faites, ce n'est pas bien. Mais ces deux mécanismes, finalement, sont des mécanismes très projectifs qui n'ont pas à voir avec le réel, en fait, qui n'ont pas à voir avec la réalité. Ce qu'il faut que vous reteniez bien, c'est que quand j'entre dans le collectif, je ne suis plus complètement dans le réel, et si j'ajoute des pressions, je vais être dans les réactions. Alors, vous allez nous dire, oui, mais alors s'il y a tous ces mécanismes, comment je peux faire? Mais comment je peux faire, c'est que le rôle du dirigeant, au fond, ça va être de nourrir un certain nombre de besoins. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment quelque chose de très méconnu.
mais il y a des besoins du collectif. C'est-à-dire toute personne dans un collectif a un certain nombre de besoins. Par exemple, il y a un besoin majeur de sécurité. Je ne sais pas si tu peux passer, Alors, Mathilde. ouais. Je ne sais pas si j'ai respecté ton ordre de slide. Eh bien, pas du tout, mais c'est pas grave. Du tout, voilà. Merci. Il y a un premier besoin, c'est le besoin de sécurité. Et ça veut dire que plus vous sentez des tensions, plus vous avez besoin de mettre de sécurité et de cadre, c'est-à-dire rappeler les règles. Très, très important. Plus il y a de tension, plus il faut mettre de cadre. Vous avez un deuxième besoin qui est un besoin d'appartenance. Par exemple, j'avais encore un client au téléphone hier qui me disait, pour une intervention à distance, où au fond, ce qui remonte du terrain, c'est que les cadres abandonnent les troupes. Il y a un sentiment d'abandon. Voilà. Mais ce sentiment d'abandon, bien sûr, il est lié aux circonstances, mais il est aussi beaucoup lié au fait que le collectif a besoin d'appartenance, donc il faut retravailler constamment l'appartenance. Et puis, il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin d'être apprécié. Et là, le boulot du dirigeant, pour faire baisser les tensions, c'est de valoriser le travail. Et puis, le quatrième sur lequel on insiste beaucoup, et là, dans la période actuelle, il est clé pour faire baisser les tensions, c'est le besoin de sens. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui va créer des catastrophes, c'est si à un moment, le dirigeant n'a pas rappelé le sens global, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble, et puis aussi à interpréter la situation. Je vous donne un exemple. Bon, là, en ce moment, on vit quand même un truc assez particulier. Qu'est-ce que je dis à mes troupes pour les aider à interpréter la situation? Comment ça va se passer dans une semaine? Comment ça va se passer dans un mois? Comment ça va se passer s'il arrive telle chose? C'est-à-dire tout le travail de construction du sens va faire baisser les tensions. Globalement, voilà. Et puis, retenez peut-être une dernière idée. Là où il y a du conflit, c'est qu'il y a des peurs. Retenez bien cette idée-là. Là où il y a du conflit, il y a des peurs. Et le job, le travail, c'est comment je lève les peurs, comment j'interviewe mes collègues, comment je leur demande ce qui se passe pour eux, qu'est-ce qui les inquiète, qu'est-ce qui les préoccupe. Et plus vous allez faire ce travail-là, plus vous allez faire baisser les tensions. Donc, merci beaucoup, Patrick, pour cette intervention. Attends, juste, Mathilde, pour faire un lien, pour ceux qui étaient là au dernier webinaire, Oui. Si vous vous souvenez, les antidotes au VUCA, il Exact. y a la complexité qui est réduite par la compréhension. Et donc, la compréhension, effectivement, cette question, le fait d'aller questionner les peurs, d'aller interroger les peurs, d'aller donner du sens, d'aller amener de la compréhension collective, ça va faire retomber la peur et donc retomber le conflit. Et ça va faire retomber aussi le sentiment d'impuissance que peut générer pour certaines personnes la complexité. Ah ouais, et donc la peur. Absolument. Et c'est pour ça qu'on vous propose, en fait, c'est ce qu'on va faire maintenant ensemble, on vous propose de vous auto-mesurer sur ces dimensions-là pour vous aider à vous orienter et à agir dans le contexte d'une crise relationnelle. Donc, voilà comment va se dérouler le process maintenant, si vous le voulez bien. On vous propose de rejoindre le klaxon que je vais lancer. Et donc, nous allons tous répondre à un petit questionnaire de 3 questions. Donc, ça va aller très, très vite. Et donc, en répondant à ce questionnaire, eh bien, on va avoir la possibilité ensemble de partager une vision collective de ce qu'il y a dans ce groupe ce matin et de ce qui est présent pour pouvoir en parler ensemble. Une fois que vous aurez fait ce travail, vous allez voir que le Zoom va magiquement se séparer en petites salles et que nous allons vous donner quelques minutes ensemble. On va faire 8 groupes de 4 personnes et on va vous donner ensemble quelques minutes pour échanger sur le questionnaire que vous avez rempli et discuter entre vous de ce que ça évoque et de ce qui émerge. Et on vous propose des questions, en fait, pour guider votre réflexion. Elles ne sont pas obligatoires, mais c'est une invitation à vous interroger. Une fois que vous aurez répondu aux questions individuelles dans klaxon, à vous interroger sur qu'est-ce que vous retenez pour vous et pour la conduite de votre organisation et qu'est-ce que vous pourriez faire différemment demain.
avec ce que vous retenez, avec ce que vous avez compris ou appris aujourd'hui. Et après, notamment ce que vous avez appris de ce que on vous a dit, mais aussi de ce que vous allez apprendre en répondant aux questions dans le klaxon. Donc voilà, donc la séquence, c'est connectez-vous au klaxon pour répondre à ces 3 questions sur le thème que Patrick a introduit, sur la notion des peurs, la notion de la résolution de conflits, les obstacles à la coopération. Et en parallèle, Anne va nous mettre en sous-groupe. Voilà. Alors, tu vas nous mettre en sous-groupe, je ne peux pas le faire. Je vais vous mettre en sous-groupe. et donc, ne vous inquiétez pas, c'est la même expérience que la dernière fois. Alors, ceci dit, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, vous n'avez rien à faire. Vous laissez faire et vous allez atterrir au bon endroit. Et quand vous allez recevoir une notification que ça va s'arrêter et que vous allez revenir dans le grand groupe, il vous restera 1 minute. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de vous arrêter tout de suite de parler. Il vous reste, quand vous recevez la notification, il vous reste 1 minute d'échange. OK. Donc, j'espère que vous allez aimer le voyage. Et voilà, c'est parti. Voilà, hop. Parfait. J'ai eu un gros problème de connexion, je reviens juste là. D'accord. Ah. Pas de souci. Re-bienvenue. Re-bienvenue. Je suis sur Klaxoon. Ouais, très bien. Très bien. Donc, ça vous laisse le temps de remplir ce petit questionnaire pendant que je vous mets en salle. Et puis, pendant quelques minutes, on va discuter de ce que la situation génère. Et si ça vous donne des idées, peut-être, sur des conflits que vous auriez en ce moment, éventuellement. Hop. Alors pour Klaxoon, je vais répondre plutôt que dans le chat. Pour ceux qui ont des problèmes avec Klaxoon, je vous suggère de prendre votre téléphone portable ou un iPad et de scanner le QR code et de vous laisser faire, là aussi. Voilà, toutes les salles sont en train de s'ouvrir. Donc, vous allez progressivement tous rejoindre les salles. Ça veut dire que toi, Mathilde, tu as un suivi des salles? Voilà, j'ai un suivi des salles. Donc, les salles de conférence sont en train de se créer. Et donc, les personnes sont invitées à rejoindre en fait leur salle au fur et à mesure pour pouvoir rentrer dans le processus de sous-groupe. Et par contre, Patrick, on n'a aucune visibilité sur ce qui s'y passe. Voilà, pour nous, c'est quelque chose de… Voilà. Par contre, Mathilde, ce que je te suggère, c'est de remettre tu peux communiquer avec les salles. Oui. Remets-leur les 2 questions. Tout à fait, je vais faire ça. Pascal, je pense que tu es invité à rejoindre ta salle. Voilà, parfait. Je pense que… Voilà, Laure, Eric, Christine, Béatrice. Voilà, vous êtes en train d'être invités à rejoindre vos salles de conférence. Alors, Béatrice, je ne sais pas si elle est toujours là. Non, je ne crois pas. Ah. Voilà, ça vient progressivement. Mathilde, on laisse quoi? On va laisser 5 minutes, ouais. On va laisser 5 minutes en salle. Donc ça veut dire qu'il faut les rappeler dans 4 minutes, parce qu'il leur restera 1 minute. Voilà. Bien. Vous aviez fait Klaxoon aussi la dernière fois? Alors oui, je vois qu'il y a des personnes qui sont toujours avec nous. Stéphanie, oui. Christine. Moi, j'ai pas réussi à ni Klaxoon. Après, je suis allée dans une salle, mais j'étais toute seule. Donc, du coup, je suis revenue. Oui, mais il faut attendre un petit peu, normalement.
Alors, ce que je peux faire, peut-être, c'est te déplacer dans une autre Oui, salle. tu peux déplacer dans une autre Faire salle. ça. Ok. Alors, par contre, effectivement, Mathilde, j'ai compris le problème la dernière fois, ou l'une des dernières fois, les gens qui sont connectés Oui, je me via souviens. Ouais. qui sont pas connectés via l'app, en fait, cette fonctionnalité ne fonctionne pas. Voilà, c'est ça. Donc, pour ceux qui sont connectés via leur browser, ça ne marche pas. Ah oui. Donc, Christine, c'est ton cas. Je vois... Non. Moi, j'ai un compte Zoom et je me suis connectée sur Zoom, mais j'ai une connexion très instable. Ah, Alors, hop. Donc, ce que je vais faire, Anne, c'est que je vais peut-être te mettre hop, une seconde avec une personne dans une salle qui Vas-y, vas-y. fait un petit accompagnement. Je cherche juste à savoir. Tu gardes le timing, il reste 3 minutes. Ouais, très bien. Tu le verras plus. Voilà. Donc, Christine, je pense Stéphanie aussi. Donc, Stéphanie, en fait, vous êtes sur votre browser ou vous êtes sur votre app? Sur l'ordi, non, je suis passée par Explorer. D'accord. Donc, je vais essayer avec une nouvelle salle. Sinon, c'est pas grave. Hein, s'il reste 2 minutes, c'est pas très grave. Ouais, c'est pareil, Mathilde, hein, c'est pas grave. Ouais, 2 Ok. minutes. J'ai fait Donc, klaxon. vous avez et puis- réussi à rentrer dans le klaxon. Vous avez réussi à trouver les questions. Oui, non, moi, et j'ai je pas les ai- réussi. Stéphanie n'a pas réussi. Non, bah non. Bah, J'essaie avec mon téléphone de scanner le QR code Ouais. et ou à cliquer dessus, mais non, j'arrive pas. Je sais pas. Alors, c'est bizarre. C'est peut-être un problème d'ordinateur si ça ne marche pas. Ni Zoom, les salles virtuelles, ni le klaxon. Ouais. Ou peut-être sur un iPad, si vous avez un iPad. Ouais, non, mais je retenterai. Je sais pas. En tout cas, hop, si je regarde. Voilà, donc on va progressivement revenir. Moi, je vais juste en profiter pour regarder les réponses au klaxon. Et puis, on va les partager, puisque, hein, Patrick, si tu veux. Voilà. Donc, on a 17 participants qui ont répondu. Oui, par contre, je ne vois pas. Moi, Voilà, je vais vous les envoyer. Ok. Voilà, donc c'est une première partie donc des réponses sur les besoins. Hop. Mathilde, Oui, on est revenu avec Sylvain parce que il a des problèmes pour se connecter à Klaxoon. ouais, c'est ce que j'ai Est-ce que tu compris peux le pour guider, certains. s'il te plaît? Eh bien, en fait, je peux donner plus d'informations, mais a priori, les éléments qui sont partagés étaient les plus précis. Mais comme il reste quelques minutes, Anne, c'est pas très grave, on va ramener les gens et puis on va débriefer. Il y en a 17 réponses dans le klaxon, donc on va pouvoir les partager ensemble. Je pense que pour une prochaine fois, il faudra peut-être mettre les procédures Klaxoon Ouais. en amont. Ouais. Ah oui. Vraiment expliquer qu'il suffit en fait de prendre une photo du QR code avec son téléphone portable. Est-ce que tu peux réafficher le QR code peut-être, Mathilde? Ouais, je vais le faire. Pour l'instant, je suis en train de consolider les réponses au sondage. Donc, hop, je vais juste les mettre en place proprement. Et puis, comme ça, attends, je vais le faire, moi. Okay. Je l'ai. Je vais le faire. Voilà. Donc, on va progressivement ramener les gens à l'intérieur. Et puis, pouvoir enfin partager les résultats de ce qu'on apprend finalement ensemble sur la gestion des obstacles à la coopération. Voilà. Parfait. Allez, je mets tout le monde en salle dans une minute. Ouais, mais c'est maintenant en fait, ouais. Parfait. Moi, je le fais alors. Parce qu'il va nous rester 15. 10 minutes Ouais, pour le débrief. Ouais, c'est parfait. Alors, hop. Donc, Sylvain, je vais partager mon écran. Voilà. Hop. Donc, tu prends une photo avec ton iPad juste.
ou ton téléphone, voilà, du QR code. Voilà, donc en fait, on va pouvoir revenir ensemble. Et donc, j'ai consolidé les éléments pour tout le monde. Tout le monde Oui. est de retour. Alors, comment s'est passée cette aventure klaxonesque et zoomesque? Alors, on a fait un Bienvenue à tout le voyage dans monde. le temps, là, j'ai l'impression. Tout le monde est revenu d'un monde parallèle. Et globalement, voilà, l'expérience. Ah, Sylvain? Moi, je n'ai pas quitté le monde parallèle. Ah si, on s'est retrouvé quand même, rapidement. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous l'écran Ok. avec les résultats du klaxon et puis on Ça va marche. faire un débriefing collectif de ce que vous avez pu échanger en salle et de ce que vous souhaitez partager. D'accord. Ok? Et pour le débrief, Mathilde, c'est toi ou c'est moi? Bah, là, j'y suis. Je vais partager l'écran, comme ça vous Non, aurez… mais pour le débrief collectif. Ouais, bah, allez-y, il n'y a pas de problème. Comme ça, je vous affiche les données que j'ai récupérées à collecter. Voilà. Donc, Alors, voilà un petit peu les résultats d'équipe et peut-être d'en faire quelque chose ensemble pour le quart d'heure qui reste en débriefing et en apport complémentaire de ce qu'on s'est dit. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, vous aviez à classer un petit peu les besoins ensemble. Et ce qui ressort de ce vote, c'est que finalement, la valorisation et la reconnaissance, c'est le besoin prioritaire de la majorité d'entre vous. Viennent après le sens et la sécurité psychique. On parlera de ce que c'est que la sécurité psychique. En troisième position, le lien, l'amour, l'appartenance. Et dernière position, la sécurité physique. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui aujourd'hui ressort de notre groupe et de notre webinaire. Au niveau des peurs, la peur prioritaire qui anime la plupart d'entre vous, c'est le jugement. La deuxième peur, c'est le rejet ou l'exclusion. La troisième peur, c'est la culpabilité. C'est d'être pris pour responsable ou coupable de la situation. Et enfin, c'est la dernière peur, c'est l'agression physique. Et enfin, quelque chose d'intéressant qu'on va pouvoir débriefer, je vais laisser Anne et Patrick animer avec vous ce jeu de questions-réponses. Cette troisième question concerne finalement où apparaissent les tensions. Okay, à quel endroit de votre organisation et dans vos processus apparaissent pour vous les crises relationnelles ou les tensions ces derniers temps? Et très majoritairement, vous voyez à 54%, les tensions apparaissent sur des problèmes de valeur, de comportement humain inadapté. En deuxième position, ex aequo, l'inadéquation avec des objectifs ou avec des finalités qui seraient mal proportionnées. Au même niveau, problème de business model qui serait éventuellement dépassé. Et pareil, ex aequo, les deux dernières positions, des problèmes de normes ou de standards inappropriés. Ou enfin, la primauté d'une vision statistique ou historique. Voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant sur ce sujet-là. Je vais laisser Anne et Patrick animer. Sachez que la dernière question a trait à quelque chose de passionnant qui concerne la théorie de l'hyperespace des dangers et qui permet d'évaluer très rapidement les déficits organisationnels et les risques d'apparition de crises et de conflits potentiels. Voilà. Alors, je vois dans le chat, il y a Nicolas qui a mis la question de la culpabilité que l'on ressent par rapport à la situation. Est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus, Patrick? Parce que je pense que c'est important. Oui. Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est aussi intéressant l'histoire du jugement, parce que je me faisais la réflexion qui n'est peut-être pas juste, mais vous allez nous dire, il peut y avoir quelque chose qui est lié aussi au statut de leader. C'est-à-dire que comme je suis leader, je suis aussi un pôle de référence, et donc je peux être plus inquiet sur le jugement des autres, parce qu'il ne faut pas que je me trompe, il faut que je donne la direction, etc. Donc, il peut y avoir quelque chose là. Et sur la culpabilité, alors d'abord, il faut savoir que la culpabilité, dans le modèle qu'on vous propose, je dis bien dans le modèle qu'on vous propose, c'est une forme de violence. C'est une violence que je vais faire aux autres, c'est-à-dire que je vais reprocher aux autres, je vais les culpabiliser de ne pas faire suffisamment, de ne pas s'occuper de ce qu'ils devraient faire. Et puis, je vais me culpabiliser moi
Par exemple, je suis chef d'entreprise, j'ai des salariés, je m'inquiète pour eux et je culpabilise sur le thème je vais pas pouvoir assurer, il y a des familles derrière, etc. Mais il faut vraiment avoir en tête que ça, c'est vraiment une forme de violence faite à soi-même. C'est vraiment une forme de violence faite à soi-même. Et donc, il y a un travail à faire sur soi, sur se détendre par rapport à ça, avec l'idée de eh ben, je fais de mon mieux. Et dans les circonstances actuelles, faire de son mieux, c'est déjà beaucoup. Voilà. En tout cas, c'est ce que ça m'inspire. Je pense qu'il faut aussi que vous notiez qu'il y a un lien direct entre les peurs et les besoins. C'est-à-dire que les personnes qui ont peur d'être agressées physiquement, par exemple, parce que leur histoire a été touchée par ce malheur, eh bien, leur besoin va être un besoin de sécurité physique. Les personnes qui vont avoir peur d'être rejetées, d'être exclues, et qui donc vont rejouer ce scénario dans leur relation avec vous en rentrant en conflit pour tout un tas de raisons qui leur appartiennent, en fait. Ces gens qui ont peur de ce rejet, de cette exclusion, ont en fait un profond besoin d'appartenance, un profond besoin de lien et d'amour. Et c'est ça, en fait, qui se joue dans le conflit pour eux. Les personnes qui ont fondamentalement peur du jugement, et c'est ce qui ressort de cette analyse-là pour la majorité, la moitié du groupe, en fait, qui a peur du jugement, d'être jugé, ce sont des gens qui ont profond besoin d'être valorisés. C'est des gens qui ont besoin de signes de reconnaissance. Et donc, vous commencez à comprendre les sous-jacents du conflit et de la crise relationnelle. Donc, idem pour la culpabilité. Les personnes qui ont peur d'être culpabilisées ou qui ont peur de cette culpabilité en général, c'est des gens qui ont profondément besoin de sécurité psychique. Donc, vous comprenez qu'il y a un lien entre les besoins et les peurs. Vous comprenez que quand les crises relationnelles émergent et quand les tensions émergent fortement, eh bien, il faut faire une enquête et une introspection aussi personnelle sur ce qui se joue pour nous dans ce conflit. Quelles sont les peurs qui viennent me chercher lorsque la tension apparaît et de quoi j'ai besoin, mais probablement aussi de quoi l'autre a besoin pour que la coopération reprenne. Et comment je recrée les conditions à la coopération, sachant que cette histoire de chacun se rejoue et qu'il y a un lien direct entre les peurs, les besoins et donc les violences. Ce que disait Patrick, c'est qu'une personne qui a été culpabilisée eh bien, va avoir tendance principalement à culpabiliser son entourage. Une personne qui a été jugée profondément et dont c'est marqué dans l'histoire va avoir tendance à juger aussi. Vous voyez, donc la violence qu'on a subie est souvent le premier moyen d'expression de notre violence. Nous, on a tendance à parler du conflit et de ces violences. On dit que la violence est un obstacle au conflit. En fait. Vous voyez ? C'est important ce que tu dis, Mathilde, parce que très souvent, il y a la peur de la violence qu'on confond avec le conflit. Exactement. Mais en fait, le conflit n'est pas la violence. Et parce que j'ai peur de la violence, je n'exprime pas des besoins. Et puis, comme je ne les ai pas exprimés, à un moment, ça explose et je me retrouve avec une violence forte. Et si je veux éviter les violences dans un collectif, il faut que j'apprenne le conflit, c'est-à-dire à être en désaccord dans le respect de l'autre. Ce qui n'est pas toujours le plus facile. Comment je suis en désaccord avec un profond respect pour ne pas être violent? Sans être derrière le sarcasme et dans la difficulté du coup relationnel. Nous, on vous invite plus à apprendre l'art du conflit. Oui. Et ça passe par accueillir vraiment ses propres émotions et notamment l'émotion de peur. Parce que si vous ne l'accueillez pas pour vous-même, vous ne serez pas en capacité de l'accueillir pour l'autre. Et l'émotion de peur, notamment, est vraiment un vecteur qui pointe vers un besoin. C'est-à-dire que c'est vraiment, si vous écrasez l'émotion en vous, vous perdez toute grille de lecture de quel est le besoin qui se cache derrière. Et si vous n'avez pas de lecture du besoin, forcément, derrière, la violence et le conflit vont être là. C'est-à-dire si le besoin n'est pas rempli, et bien à ce moment-là, vous allez aller chercher ce dont vous avez besoin. Vous allez jouer, vous allez mener des jeux psychologiques pour aller chercher ce dont vous avez besoin, notamment dans des conflits malsains, justement, et dans de la violence.
exercer à l'encontre de vous-même et à l'encontre de l'autre. Donc, le premier indice, si vous êtes un détective, le premier indice, c'est votre propre émotion. La peur, elle dit quoi? Elle pointe vers quel besoin? Et si vous ouvrez ce champ-là pour vous, vous allez l'ouvrir pour les autres. Et donc là, à partir de ce moment-là, on peut rentrer dans quelque chose qu'on appelle un conflit sain ou constructif, qui va permettre de revenir en cohésion. Et ça veut dire qu'en fait, nous, on n'est pas en train de vous encourager à éviter ça, le conflit, etc. On est vraiment en train de vous inviter à apprendre cet art du conflit. Alors, je vois que quelqu'un a mis dans le chat un input intéressant sur la communication non violente. Notre approche ici est plutôt inspirée de la thérapie sociale. Mais qui n'est pas très loin de la CNV. Hein. Qui n'est pas très loin de la CNV, mais qui va être peut-être, sous certains aspects, aborder en tout cas des thèmes qui sont liés à la réalité que vous vivez, à votre rapport à l'autorité, et donc de manière plus élargie, pas uniquement la manière de le communiquer, mais aussi de le vivre. Moi, je propose, comme il reste 5 minutes… Et dans la communication non violente, Mathilde, juste, dans la communication non violente, le fondamental, en fait, c'est pour ça, et je pense que c'est pour ça que ça atterrit dans le chat, le fondamental, c'est pas la communication, le fondamental, c'est le besoin. C'est l'identification du besoin et l'expression saine de ce besoin. Exactement. Donc, comme il nous reste assez peu de temps, puisqu'on veut respecter les horaires, moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde se démute et qu'on puisse se parler tous ensemble pour que chacun puisse exprimer quelque chose. Alors, comment on fait pour remettre tout le monde en non-muet? Je pense que là… J'ai vu passer une question. La non-communication est-elle du conflit ou de la violence? Ça dépend comment c'est fait, mais la non-communication peut être une violence d'abandon. Exactement. Donc, je vous propose de démuter vos micros, de nous rejoindre avec la voix. Voilà. Alors ça, je pense que je peux le faire pour tout le monde. Hop. Voilà. On va peut-être tous pouvoir… voilà, j'ai activé tout le monde. Voilà, donc tout le monde doit pouvoir dire un mot, s'exprimer ou partager quelque chose qui éclaire un peu la vision du conflit. J'aurais surtout une question, si c'est possible. Je me dis qu'à distance, il y a beaucoup de conflits qui sont en fait on hold, en pause, que les gens vont revenir dans l'entreprise avec une situation qui aurait été beaucoup plus compliquée, donc beaucoup plus sujette à de nouveaux conflits. Donc, j'ai entendu ce que disait Patrick sur le fait de communiquer sur la vision, des choses comme ça, mais ceux qui ne l'ont pas fait, quelles sont les clés pour ces dirigeants ou comment faire pour essayer de réduire ces violences et tous ces conflits qui vont surgir peut-être, c'est une hypothèse, avec encore plus de force. Oui, alors, d'abord, c'est vraiment une très bonne question parce qu'il va y avoir dans les organisations, en sortie de déconfinement et plus loin dans le temps, des phénomènes de décompensation. Les gens vont se retrouver, il y a des choses qui vont être sous le tapis, on s'est fait très peur et d'un coup on reprend un peu la vie et là il y a de la décompensation. Donc il va y avoir cet élément-là. Moi, ma recommandation, c'est que plus vous remettez de cadre, plus vous allez apaiser. C'est-à-dire déjà rappeler les règles. Et la deuxième chose, créer des espaces de parole pour que les gens puissent dire leur expérience, puissent exprimer ce qui les préoccupe, ce qui les a inquiétés, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, une levée des peurs. Parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez apaiser. Et après, dans le temps, il y a des choses qui vont ressurgir et qu'il faudra traiter au cas par cas. Mais partir du cadre, des espaces de parole, de lever des peurs, et puis après, du cas par cas. Il y a aussi autre chose que moi j'observe dans les équipes que j'accompagne, c'est qu'il y a beaucoup de temps qui est consacré à l'heure actuelle à ce qu'on appelle l'activité, c'est-à-dire dans la structuration du temps, il y a beaucoup de temps qui est consacré à l'activité et uniquement à l'activité. C'est-à-dire qu'on a perdu tout le reste qui sont les rituels et les passe-temps. Et donc, comme on a besoin de stimulation, parce que juste l'activité, ce n'est pas suffisamment stimulant. D'ailleurs, on ressent beaucoup de fatigue à l'heure actuelle les uns et les autres parce qu'on est vraiment… Et une fatigue qui est due au fait qu'il y a beaucoup d'activités, au fait qu'il y a beaucoup d'écrans, mais aussi au manque de stimulation. Et donc, le conflit, s'il est malsain, le conflit en termes de jeu psychologique est extrêmement stimulant. Donc, il y a des conflits qui naissent aussi
du fait de ce besoin de stimulation. Donc, on va aller créer du conflit. Donc, il y a de l'agitation, il y a beaucoup de compétition entre les gens à l'heure actuelle. Il y a beaucoup voilà. Et en fait, quand on remet les gens ensemble et qu'on redonne un espace pour faire autre chose que de l'activité, et notamment créer du lien, notamment se parler, notamment partager de l'expérience, notamment faire des blagues, notamment voilà, faire tout ce qui va nous stimuler, en fait, les conflits d'eux-mêmes baissent. Donc c'est très important en termes d'approche que cette sortie de crise ou cette évolution de la crise laisse peut-être un peu plus de place à la régulation de ce dont les gens ont besoin. Et que vous soyez, vous, en tant que dirigeant, en tant que leader, toujours en alerte sur d'où vient cette crise relationnelle, à quel endroit des frontières se passe-t-elle, quelle est ma contribution dans ce conflit, quel est le besoin auquel je ne réponds pas moi-même vis-à-vis de mes propres besoins, et quelle est la forme de violence qui s'exprime dans cette situation. Et ça vous donne 3 repères qui vous permettent de savoir finalement où est-ce que vous en êtes du chemin aussi inconscient de l'organisation, puisque c'est un domaine qu'on avait abordé la dernière fois lors de la précédente webinaire. On avait parlé de la dimension de l'inconscient collectif et vous comprenez bien que dans la situation actuelle, vu la crise et le contexte, il va y avoir énormément de jeux au sein de l'inconscient collectif des organisations et du groupe. Mais ça va être des choses plus compliquées à appréhender et on pourrait en parler aussi pendant longtemps. Moi, je veux surtout respecter le contrat du… Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a un travail très important à faire pour les entreprises qui ont un chef d'entreprise qui a des collaborateurs directs, c'est-à-dire des cadres qui ont fait du télétravail et peut-être des salariés qui sont allés travailler, d'autres en chômage. Il me semble qu'il y a aussi un travail à faire, mais comme de tout temps. Enfin, je veux dire, ils existent en dehors de celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Oui. Et je pense qu'il y a un travail très important à faire avec les équipes dirigeantes qui sont après des relais auprès des salariés. Mais il me semble aussi qu'on n'est pas forcément, quand on va rentrer dans l'entreprise, en période de conflit. On est plutôt en période d'attente très importante d'explication de la situation actuelle de l'entreprise. Je pense que tout le monde est vraiment, non pas dans le conflit et devant la violence, mais plutôt dans moi je dirais un contexte favorable pour essayer justement de mettre de la cohésion dans tout cela grâce aux explications. Mais le chef d'entreprise n'est jamais seul. Celui qui pense être tout seul, ou alors c'est une petite entreprise où il y a 2 salariés, j'en sais rien. Mais le chef d'entreprise, il a aussi des gens autour de lui sur lesquels il doit s'appuyer. Absolument. Donc je pense que c'est vraiment favorable le retour pour préparer, peut-être même préparer en amont avec les cadres, avec les gens qui sont les leaders ensuite sur le terrain, de préparer ça en amont. Absolument. On a des accompagnements en cours avec des équipes dirigeantes qui ont démarré en fait pendant le confinement. Donc, justement, absolument en soutien de ce que vous êtes en train de dire. En préparation justement de dire en fait cette opportunité est extraordinaire. On est sous pression, donc les problématiques apparaissent et donc c'est le moment de les traiter pour justement arriver en cohésion et face au collectif, revenir en cohésion. Et pour certaines entreprises, ça a lieu maintenant, hein, on vous le confirme. Oui. Ah ouais, c'est les personnes qui ont aussi participé. Oui. Merci. Mais je pense aussi au niveau des efforts, c'est de retravailler le lien, ce que j'appelle, il va y avoir un grand besoin de ce que j'appelle réajustement de l'imago, c'est-à-dire la distance du lien qu'il y a entre les personnes. Je pense que c'est ça qu'il faudrait retravailler pour réajuster ce lien. Absolument. Et voilà, par rapport à cette sortie, je dirais, par rapport à ce vécu. Voilà. Absolument. Oui, nous, ce qu'on voit, c'est absolument, alors en allant dans ce sens-là, ce qu'on voit, c'est beaucoup des régressions d'imago, hein, c'est-à-dire des équipes qui étaient très cohérentes, enfin, qui avaient des imagos extrêmement développés qui sont en régression d'imago parce qu'elles n'ont plus de représentation d'elles-mêmes. Oui. C'est-à-dire, il y a une espèce d'éparpillement. Et donc, c'est aussi là où le travail que nous, on fait de remise en connexion
de l'équipe, même via les outils qu'on est en train d'utiliser, en fait, recrée en fait un imago plus cohésif. Absolument. Ouais, très juste. Merci beaucoup. Alors, moi, je voulais respecter le contrat du temps, donc je suis très… Voilà, j'essaye bien de regarder ça. Ce que je vous propose pour clôturer quand même proprement, c'est que certains d'entre vous s'expriment sur voilà, peut-être ce qu'ils ont vu, découvert, appris, entendu, pas compris, etc. Enfin, bref, peut-être qu'on vous laisse aussi la parole pour conclure cette expérience de webinaire ensemble. Juste en un mot. Hein. Oui, en un mot, allez-y. En un mot, donc par le lien. Pour converser. Par le lien, ouais. Moi, je pense qu'il est important de revenir de temps en temps, pas seulement dans cette période, mais sur les besoins des salariés, revenir régulièrement, mettre une petite couche sur c'est quoi, qu'est-ce qu'ils cherchent les salariés en venant. Bien sûr, très, très bonne remarque. Là, c'est l'humain qui reprend le dessus. Eh oui. Ouais. Voilà, bah, écoutez… Stéphanie, peut-être un mot ou quelqu'un veut rajouter quelque chose, oui? Moi, vous remercier déjà pour cette nouvelle démonstration très passionnante qui appelle à beaucoup de réflexion de toute façon. On va dire qu'on ouvre la page d'un livre qui reste à découvrir pour tous, pour chacun et pour la mise en place dans l'organisation. Donc, vous remercie à nouveau pour cette collaboration sur ce webinaire passionnant. Toutes et tous, vous recevrez la présentation et puis évidemment les coordonnées de Mathilde, de Patrick et Anne par la suite, si vous voulez poursuivre vos échanges avec eux et aller plus loin. Donc, merci à tous les trois en tout cas. Avec grand plaisir. Merci à vous. Et puis, bravo pour cette mosaïque qui est à chaque fois plus belle. C'est vraiment merveilleux. Je ne sais pas comment on fait pour prendre une photo, mais… Si, on en a pris, on vous les enverra. On les a pris. Splendide. Ouais. Vous êtes beaux. Vous êtes, la mosaïque est sympa parce qu'elle grossit à chaque fois et c'est vraiment sympa d'avoir… On est très beau et les cheveux poussent. Moi, j'ai coupé ceux de mon mari. Oui. Mais… C'est clair. C'est très marrant de tous se retrouver à chaque fois. Ça fait vraiment ça contribue aussi au lien. C'est ce qui fait aussi le charme de cette période. C'est vrai. C'est vrai, Louisa, tu as raison. Ouais. Écoutez, on vous souhaite une bonne journée, un bon courage, une bonne introspection, et puis on vous souhaite de créer les meilleures conditions à la coopération qui seront favorables pour vous dans les semaines qui viennent. Et des beaux et bons conflits quand c'est nécessaire. Voilà, faites-vous plaisir dans l'art du conflit. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.